L'Anneau du Nibelun est une œuvre d'art totale à l'égal d'œuvres de la littérature mondiale comme l'Iliade de Homère ou la Divina Commedia de Dante. Avec l'Anneau, Wagner a écrit une magnifique parabole dont j'aimerais explorer l'interprétation dans cette vidéo. Si vous souhaitez vous remémorer l'intrigue du Rhin, vous trouverez une vidéo YouTube présentant l'histoire courte de l'Anneau en 8 minutes. Pour interpréter l'Anneau, il est indispensable de se remémorer les événements historiques et biographiques les plus pertinents qui ont animé Wagner à l'époque de sa création. Comme dans tous les opéras de Richard Wagner, l'Anneau reflète sa vision du monde et sa biographie. Wagner a créé le Anneau sur une période de 25 ans. Il est toutefois important de souligner qu'il a écrit le texte dans ces jeunes années. Il a commencé la rédaction en 1848 et l'a achevé en 1853 dans l'asile zurichois. Cette période correspondait aux années révolutionnaires de l'Europe. Le continent tout entier était en ébullition. 30 ans après le congrès de Vienne, qui avait été une période de restauration, la volonté de liberté gagnait de larges couches de la population. L'économie se trouvait au cœur de la révolution industrielle. Il en résulte une couche d'ouvriers sans droit et une couche de propriétaires. La haute bourgeoisie commençant à remplacer la noblesse. En 1848, Wagner était maître de chapelle au théâtre de la cour de Saxe. Les troubles révolutionnaires se propageaient à Dresde, mais le roi de Saxe tenta d'étouffer dans les efforts démocratiques. Des combats de rue sanglants éclatent alors à Dresde le 3 mai 1849. Wagner était l'un des principaux activistes et stockait même des armes dans son jardin. L'anarchiste russe Bakounine, qui vivait à Dresde sous le nom de Dr Schwarz, faisait partie de ses amis les plus proches. L'amitié avec Bakounine a marqué Wagner de manière intense. Alors que Bakounine était le prototype du révolutionnaire politique, Wagner se voyait comme un révolutionnaire artistique radical. Il ne voyait de place pour ses visions artistiques que si tout l'ancien était d'abord détruit, et ce par une révolution. La situation personnelle de Wagner l'a également marqué. Sa prodigalité et son sens de la mission est un phénoménal. Il était constamment très endetté et a dû fuir plusieurs fois des lieux de résidence pour éviter la prison. Cela favorisait sa haine des puissants, dans le pire des cas des Juifs, soit par jalousie parce qu'ils étaient fortunés, soit parce qu'ils faisaient obstacle à ses idées. Bien entendu, l'Anneau peut être interprété de plusieurs manières, mais l'interprétation révolutionnaire s'est avérée être la plus pertinente. Dans l'interprétation révolutionnaire, les dieux représentent les monarchies des années de la Restauration. Menacés par les révolutions, ils s'accrochent désespérément au pouvoir, comme Wotan, avec des lois corrompues, ce que symbolise la lance de Wotan sur laquelle sont gravées les lois. Les filles du Rhin gardent l'or, qui représente les droits les plus sacrés des individus, à savoir le droit à l'autodétermination. Tout comme les parlements bourgeois, elles ne sont pas en mesure de résister aux puissants et doivent assister impuissantes à leur agissement. Les Nibelins représentent le petit peuple qui, dans l'illustration naissante, est privé de ses droits et asservi par les siens, comme Alberich. Le martèlement des enclumes dans le royaume de Nibelung correspondent aux chemins d'usines des industriels. Wotan engendre des enfants illégitimes avec les roturiers, qui poursuivent ensuite ses objectifs sans que Wotan n'ait à se salir lui-même les mains. Les demi-dieux symbolisent la bourgeoisie avide qui se laisse instrumentaliser par le monarque dans la perspective du pouvoir, afin que celui-ci puisse exercer son influence sans se faire remarquer.
Avec Brunhild, il a créé une femme idéale, telle qu'il aurait aimé l'avoir. Il n'est donc pas étonnant qu'elle devienne ensuite la compagne de Siegfried, telle que Wagner se voyait. Le fait que Siegfried, alias Wagner, trompe Brunhild avec Gudrun n'est probablement rien de plus qu'une évidence pour Wagner, un adultère notoire. Les géants et les gibiches représentent la noblesse et la bourgeoisie qui se sont arrangés sans volonté avec le monarque. Ils deviennent ainsi les assistants corrompus qui maintiennent le statu quo dans le but de s'enrichir sans vergogne. En tant que source de bonheur, l'or crée la beauté et la vérité. Lorsqu'il est forgé en anneau et donc utilisé à mauvais escient, il crée la domination sans amour. L'anneau représente la possession et la corruption des hommes par la possession. Le pouvoir corrompt, et celui qui possède l'anneau le paie de son innocence, car il faut pour cela renoncer à l'amour. Fafner devient même un monstre pour de l'argent. La malédiction de l'anneau frappe tous ceux qui le possèdent et ceux qui veulent le posséder. L'argent corrompt le monde. L'anneau représente la possession et la corruption des hommes par la possession. L'amour et le pouvoir sont deux puissances centrales dans la vie, qui sont définies comme opposées. Celui qui exerce l'amour renonce au pouvoir. Celui qui exerce le pouvoir trahit l'amour. Pour résumer en une formule, la possession d'argent et de pouvoir corrompt. La quête de la propriété est au cœur de tous les maux. Le crime peut être masqué par le puissant, par la ruse. Les lois protègent le monarque et non le puissant et sont ainsi le casque de camouflage des monarques. Celui qui se masque ainsi peut commettre des actes qui donnent l'illusion de la légalité. Le révolutionnaire Siegfried tente de renverser la situation. En tant que révolutionnaire, il devient la quintessence du anneau. De la même manière que Wagner a toujours dû, en tant qu'artiste, lutter contre les conventions établies et échouer, Siegfried échoue face à la résistance de la classe dirigeante face à la nouveauté. Si Siegfried était la quintessence de l'opéra, le crépuscule des dieux en est la suite logique. La mort de Siegfried est due à la raison d'État, mais l'échec de la révolution recèle déjà les grains de la révolution, car elle va arriver. La chute de Valhalla en témoigne. La mort de Siegfried n'a pas été vaine. Tout comme le révolutionnaire Wagner était certain que son temps viendrait.